Très heureux de vous retrouver dans ce tout premier numéro de votre émission Face au peuple présentée par Patrick Lokala. Nous allons y revenir aujourd'hui autour de trois sujets essentiellement. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti présidentiel, a été pour hier répondre à l'invitation du parquet près la cour d'appel de Matete à Kinshasa. Il est allé, il est rentré. Un homme libre vante ses proches. Il a été interpellé à la suite d'une plainte qui a été déposée contre lui après de propos qu'il a tenus au cours d'un meeting populaire dénommé Matinée politique où il a prétendu vouloir distribuer les armes pour exterminer quelques compatriotes. D'un sujet à un autre, nous allons parler du bilan du gouvernement Sama Lukonde Kyenge. D'après le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, le bilan est largement positif et nous allons voir ce qu'en pense le Congolais. Un de nos invités va répondre aux questions que nous allons lui poser par rapport au bilan. Sur terrain, la situation n'est pas très bonne car il y a inflation due à la dépréciation de la monnaie nationale. Pratiquement tout le prix des denrées alimentaires ont été revus à la hausse. Mais entre-temps, le Premier ministre, lui, reconnaît que son bilan est largement positif. Le gouvernement de Warrior déjà en marche depuis 100 jours. Nous allons enfin aborder la question autour de la nouvelle structure qui a vu le jour le week-end dernier. Précisément le 31 juillet 2021, victime de l'état de droit a été lancée par des compatriotes qui, d'après eux, estiment que l'état de droit tel qu'il est exécuté aujourd'hui n'est pas celui voulu par la loi fondamentale. Nous recevrons pour vous dans ces plateaux Monsieur Alain Bolodjoa, à qui nous disons bonjour. Bonjour, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Vous êtes le tout premier invité. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition et initiateur de Lèvons-nous et Bâtissons. Mais en même temps, vous êtes membre du présidium de la victime de l'état de droit. Vous êtes le tout premier invité de ces magazines Face au peuple. Quelles sont, dans un premier temps, vos impressions ? Bon, sincèrement, je dirais c'est pour moi un grand honneur d'être le tout premier. Nous sommes là justement pour lancer cette grande émission parce que ce qui est vrai, la grandeur de l'émission dépend aussi de la personne qui la présente. Vous êtes classé parmi les jeunes qui apportent une nouvelle dynamique en ce qui concerne le journalisme, mais aussi dans votre combat de chaque jour, nous sentons que vous êtes un vrai patriote. Donc pour moi, je considère que ça sera une très bonne chose. C'est un bébé qui vient de naître. Nous lui souhaitons longue vie. Merci beaucoup, Monsieur Alain Bolodjoa. Alors, je vous ai présenté comme coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. C'est quoi déjà, parce que c'est ma première fois d'apprendre que vous coordonnez quand même une structure qui s'appelle Nouvelle Classe Politique de l'Opposition. C'est quoi cette structure? Est-ce que c'est un parti politique ou c'est juste un groupe de pression ou une structure que vous avez créée pour tenter de lutter pour obtenir quelque chose par rapport aux revendications que vous ne cessez d'exprimer à travers les plateaux de télévision? Bon, comme vous le savez certainement, j'étais membre de l'ancienne majorité parlementaire. Ici, je parle de la majorité présidentielle qui avait tenté de présenter un candidat. Déjà au départ, je n'étais pas d'accord par rapport à la démarche tendant à imposer le forcing avec Kabila. Je me suis décidé de quitter mon parti, pas parce que je considérais que le parti n'avait pas une bonne vision, mais justement parce que je ne voulais pas cautionner ce que les autres tramaient contre la République en voulant imposer Kabila comme un candidat. Et pourtant, la Constitution avait déjà délimité le nombre de mandats. Et pendant tout ce temps... Mais à la fin, vous avez eu tort parce que Joseph Kabila ne s'était pas présenté. Oui, mais il a présenté un candidat que je ne pouvais pas aussi soutenir pour des raisons qui me sont personnelles. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec le temps, nous nous sommes dit, pourquoi pas créer un caucus regroupant les gens qui ne sont pas membres des partis politiques, mais qui ont une vision à apporter, qui ont une voix à faire entendre. C'est ainsi que nous sommes arrivés à créer Nouvelle Classe Politique de l'Opposition, qui est un caucus
Et après, nous avons voulu créer... Vous avez pensé que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait, créer aller vers une autre structure qui s'appelle cette fois-là Lèvons-nous et bâtissons. Oui, exact. Lèvons-nous et bâtissons, c'est un parti en gestation que nous voulons créer et nous voulons muer ces caucus, nouvelle classe politique de l'opposition, à un regroupement politique justement pour fédérer les énergies de tous ceux qui ont notre vision mais qui ne seront pas nécessairement membres de notre parti. C'est comme ça que nous évoluons, mais sur le plan d'action ou d'opérationnalisation, nous sommes en collaboration ou en partenariat avec M. Martin Fayoulou. Vous êtes en partenariat avec M. Martin Fayoulou, pas avec la coalition Lamouka? Nullement. Pourquoi? Non, mais c'est justement parce que nous soutenons la vision... Vous soutenez l'individu? Non, nous soutenons la vision dégagée par la population qui a voté massivement pour Martin Fayoulou. Parce qu'il n'a pas été élu, voté seulement par le membre de la Mouka. Nous sommes parmi ceux qui pensent qu'il a été réellement élu. Mais la Mouka, en tant qu'organisation, nous attendons d'abord connaître leur vision de manière globale. Et comme ça, on verra si on va y adhérer ou sinon lever d'autres options. Voilà, vous êtes avec qui déjà au niveau des BAT? Bon, vous êtes le seul. J'ai craint que vous soyez comme c'est parti, hein, excusez-moi les termes, les partis mallettes dont on a un initiateur, une autorité morale avec comme secrétaire général sa femme ou ses enfants. C'est quand même un peu la coutume, hein, ou la coutume actuellement en RDC. Est-ce que le BAT, lorsqu'il sera réellement parti politique, sera différent de ces partis que nous connaissons, des partis qui très souvent n'existent qu'à la télé ou soit à la veille des scrutins? Bon, ce qui est vrai, c'est que Alain Bolodja existe. Ça, c'est une évidence. Alain Bolodja existe, il existe avant. Alain Bolodja, en tant qu'acteur politique ou personnalité politique, existe avant le parti. C'est comme aussi aujourd'hui, nous avons des gens qui adhèrent à la vision dégagée par Alain Bolodja, qui veulent faire route ensemble avec nous. C'est ce qui justifie la présence de beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes, et nous sommes nombreux. Déjà, vous prenez le principe légal exigeant la création, fixant le comment créer le parti politique, il faudrait déjà prévoir 26 personnes pour signer les statuts. Ce qui veut dire que je ne peux pas être seul et je ne peux pas être qu'avec ma femme, bien que pour une fois elle a accepté d'adhérer. De partager votre vision. Non, elle partage ma vision, mais pour une fois elle a accepté de s'engager activement en politique. Ce n'est pas un risque que d'amener sa femme et sa famille en politique. Non, mais ma femme, déjà au départ... C'est pas une façon de l'exposer. Quand nous étions dans Phonus, elle était active, elle faisait partie de femmes qui soutenaient M. Olengankoy. Et donc, elle a eu déjà à œuvrer en politique parce que nous avons commencé pratiquement la politique le même jour, bien qu'elle ne soit pas suffisamment active. Et nous sommes nombreux. Nous avons des jeunes qui commandent, d'ailleurs, je veux vous les recommander si vous les souhaitez, de vous les envoyer. Vous allez voir que nous sommes en train de former des jeunes justement pour que nous arrivions à amener un nouveau paradigme, le vrai paradigme, c'est-à-dire gouverner autrement bien. C'est ça notre combat et nous sommes nombreux. Dernière question sur les BAT, votre parti politique en gestation, ce n'est qu'une grossesse. Est-ce que ça ne sera pas comme ces partis qui ne sont créés que sur l'image de l'initiateur ou de l'autorité morale? Vous voyez aujourd'hui, je vous cite le cas de Palou, loin de moi l'intention de jeter le discrédit sur le Palou. Les Palou ont en train de disparaître juste après la mort de Gizenga et de Lugui. L'UDPS se connaît un peu de tâtonnements depuis les départs de Etienne Tshisekedi, même si l'UDPS est au pouvoir. Qu'est-ce qui va faire que votre parti ne meurt pas comme les MLC Lumumba après que peut-être vous soyez indisponible pour des raisons qui peuvent être justifiées? Bon, nous pensons déjà au départ par rapport à notre configuration fonctionnelle, déjà au niveau des statuts, nous ne voulons pas que le pouvoir soit concentré en une seule personne. Nous avons créé un présidium et au niveau du secrétariat général, nous avons imposé une gestion collégiale entre le secrétaire général et les deux secrétaires généraux adjoints. Ce qui veut dire que nous, le pouvoir n'est pas concentré par une seule personne, mais plutôt par les organes, voyez-vous, les structures. Et là, déjà, ça réduit toute intention d'avoir des autorités morales.
Nous n'avons pas d'autorité morale et je n'ai jamais accepté ces concepts-là d'autorité morale parce que nous ne pouvons pas avoir au sein des partis politiques qui sont des associations de gens qui sont ambitieux avoir des autorités morales. Personnellement, je n'ai jamais adhéré à cette vision-là. Et donc, nous allons plus insister sur la formation des cadres. Nous allons créer des leaders au sein du parti, que ce soit au niveau de province, au niveau de ce que nous appelons les sections, les sous-sections, les cellules, les sous-cellules, justement pour créer une compétition. Et dans nos statuts, et même dans le règlement intérieur, nous insistons sur la circulation justement des élites au niveau du sommet. Il y a un président qui a un mandat de 5 ans, il peut partir. On a organisé l'intérim que les autres partis n'ont pas pu faire. Dans nos règlements, nous avons déjà dit comment on va succéder à la personne qui est en fonction. Et il y a des dispositions qui font qu'on peut faire partie le président tout en restant membre fondateur. C'est quel bloc idéologique? Nous sommes dans une tendance idéologique progressiste. C'est-à-dire que nous prenons ce qui est bon pour les libéraux, les socialistes, et nous avons forgé... Vous êtes au milieu? Nous ne sommes pas au milieu, nous sommes des progressistes. Nous évoluons avec le monde. Très On bien. n'est pas figé dans des idéologies classiques, mais nous voulons nous adapter par rapport à l'évolution du monde. Très bien. Pour le ZIN, l'état de droit est déjà en marche en République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs la volonté de constituants civilisés. Dans le préambule de notre loi fondamentale, il est clairement dit que nous allons mettre un état de droit au sein de l'Afrique centrale. Je parle de la RDC. Pour le ZIN, l'état de droit est déjà effectif et il est en marche. Pour les autres, cet état de droit crée déjà des victimes. C'est dans cet ordre d'idées qu'une structure a vu le jour le 31 juillet 2021 à Kinshasa. Et d'ailleurs, les initiateurs de cette structure n'ont pas pu organiser la cérémonie du lancement dans l'endroit indiqué, faute de la répression organisée par les forces de l'ordre. Nous recevons sur ce plateau de face au peuple l'un des membres du présidium de la nouvelle structure dénommée Victime de l'état de droit, M. Alain Bouloudjoa. Vous êtes quand même l'un des initiateurs, si pas l'un des membres du présidium de cette nouvelle structure qui s'appelle VED, Victime de l'état de droit. Déjà, il y a une confusion. Pourquoi l'état de droit crée-t-elle des victimes avant même que nous n'entrions sur les motivations de cette structure? Bon, vous savez, l'état des droits tel que conçu par le constituant, c'est un idéal, voyez-vous. On a commencé à le mettre dans la Constitution parce que nous avons expérimenté la dictature pendant autant d'années. Il y a eu des gens qui se sont vus être arrêtés justement parce qu'ils avaient usé de leurs droits de la liberté d'expression. Ils ont été arrêtés. Nous avons vu de manifestants être brimés par le pouvoir. Cela nous a amené à connaître des guerres récurrentes. Et c'est comme ça que le constituant s'est décidé de nous donner une orientation assez claire, c'est-à-dire que nous devons imposer l'état des droits comme un idéal. Nous savons que nous ne pouvons pas les décréter parce que l'état des droits, c'est aussi un ensemble de principes que nous devons observer. Quand on parle de l'état de droit, c'est-à-dire que la loi est au-dessus de tout. Nul n'est au-dessus de la loi. Et là, dans la définition au niveau... la définition usuelle, on considère que l'état de droit, c'est faire ce que les autorités veulent. Non, l'état de droit s'impose aussi aux autorités. Voyez-vous ? La primauté de loi. Effectivement, vous êtes dans un état de droit, vous avez un pouvoir limité. Parce que déjà, les droits et devoirs sont encadrés par la Constitution et les lois, et cela s'impose même à ceux qui prétendent être au pouvoir. Aujourd'hui, nous constatons que cet état de droit a effectivement créé des victimes. Au nom de l'état de droit, il y a certaines personnes qui ont été arrêtées sans que la procédure n'ait été respectée. Oui, on va arriver sur les victimes. Moi, je voudrais plutôt connaître maintenant que vous avez mis en place cette structure qui s'appelle VED. Qu'est-ce qui vous a motivé, en dehors de ce que nous avons vécu du temps de Joseph Désiré Mobutu, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, et aujourd'hui, c'est au moment où le président Félix Tshisekedi est au pouvoir que vous décidez de créer victime de l'état de droit. Qu'est-ce que l'état de droit a fait
finalement pour que vous mettiez en place une structure qui s'appelle victime de l'état de droit? Oui, comme je le disais, nous sommes en train d'assister à une sorte de dérive. On essaye de donner une autre orientation à la pensée développée par le constituant en ce qui concerne l'état de droit. Nous sentons qu'on utilise abusivement le terme état de droit, alors que dans la pratique, ce n'est pas ce que nous vivons. Lorsqu'on parle de l'état de droit veut dire des gens qui ont de droits, et ces droits-là sont garantis par la Constitution, et aussi nous vivons cet état de droit. Et fort malheureusement, lorsqu'on parle de l'état de droit, aujourd'hui, on considère que lorsqu'on arrête quelqu'un, par le fait qu'il y a eu clameur publique, c'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Alors qu'en réalité, dans l'état de droit tel que voulu par la Constitution, même la procédure de l'arrestation fait partie de l'état de droit. C'est-à-dire que celui qui est arrêté a aussi de droits. Et celui qui arrête, ces droits ne doivent pas être violés par celui qui arrête. Effectivement, celui qui arrête, celui qui arrête est obligé de se soumettre aussi aux droits qui voudraient à ce que la procédure soit respectée. Mais lorsque la procédure n'est pas respectée, là, il y a violation du droit de l'autre et on n'est pas dans l'état de droit. Par exemple, je prends juste un exemple, bien qu'il y aura beaucoup de cas à démontrer ici. Lorsque un procureur prend la décision d'aller faire arrêter quelqu'un et que la loi dit vous n'avez pas le droit de l'arrêter après 22 heures et avant 5 heures, si vous le faites, vous avez peut-être l'intention de faire appliquer la loi par le fait que la personne ait détourné l'argent ou ait posé des actes répréhensibles, mais au même moment, vous qui posez cet acte pour faire valoir le droit, vous avez violé le droit. Oui, on va aller dans les cas, mais moi je voudrais encore une fois revenir sur la dénomination de votre association, de votre structure. Est-ce que l'état de droit inscrit dans les textes de loi de notre pays qui crée des victimes ou c'est qui n'applique pas correctement ces principes qui créent des victimes? À quel niveau on peut parler de l'état de droit? Oui, en fait, le problème c'est que nous sommes dans une considération usuelle. Ouais. Nous ne sommes pas dans la définition stricte, la définition régalienne du terme état de droit, ou le concept état de droit. C'est par rapport au cas atypique que nous avons. Nous avons un groupe de gens qui considèrent que nous sommes dans un état de droit. Et ils en font un slogan. C'est-à-dire que notre organisation ne vient pas mettre en cause l'idéal de l'état de droit tel que explicitement repris dans la Constitution, mais nous sommes en train de fustiger ce qui s'est fait. Okay. Voyez-vous, ce qui s'est fait, c'est-à-dire que lorsque les gens trouvent des prétextes pour dire que non, voilà, l'état de droit, c'est un idéal, c'est notre vision, mais nous c'est contre cet état de droit que vous... Effectivement, l'état de droit que nous vivons, et non l'état de droit tel que voulu par la Constitution. Ah voilà, là c'est clair, l'état de droit tel que nous vivons, et non l'état de droit tel que expressément repris dans la loi fondamentale. Quelles sont déjà... parlons un peu de des missions, et si vous en avez quelques-unes, quelles sont les missions poursuivies par les victimes de l'état de droit? Oui, notre souci, c'est d'abord arriver à mutualiser nos efforts. Parce que vous savez, la Constitution doit être portée par tout le monde. Vous savez que la Constitution est passée par référendum. On suppose que la majorité de la population l'ont adoptée en tant que telle. Mais il y a un problème. Si nous les faisons de manière disparate, nous n'arriverons pas à faire respecter la Constitution. Parce que déjà, les victimes ne sont pas en masse. Les victimes, c'est de manière éparse. Éparpillées. À Kinshasa, à Lubumbashi, au niveau des camps d'Angaboujimaï, au Nord Kivu. Et fort malheureusement, dans ces contextes-là, il est difficile à celui qui est victime de ce qu'on appelle état de droit à Manono puisse être en contact avec celui qui est victime de l'état de droit à Matadi. Alors, nous devons créer un cadre, non seulement de socialisation, mais aussi un cadre d'échange d'idées. C'est une sorte de mutualisation des efforts pour que nous arrivions effectivement à fédérer tout ce qu'il y a comme frustration au niveau de la société, mais aussi à donner des orientations par rapport à ce qui se fait. Parce que généralement, lorsque vous êtes en face d'une victime de l'état de droit, il peut se poser un problème de moyens pour saisir la justice, il peut se poser un problème d'orientation par rapport à son dossier, il peut se poser un problème d'appui ou
d'accompagnement, parce que les victimes de l'état de droit ont besoin de l'assistance de la société ou de l'accompagnement. Et donc, nous créons ces cadres-là, justement, pour que nous arrivions à fustiger. Mais aussi à faire en sorte que ceux qui sont le bourreau ou les oppresseurs puissent sentir qu'effectivement, la société ne veut pas de cette situation-là. La société tout entière est en train d'accompagner la personne pour que l'état de droit soit effectivement une réalité et permettre à ce que la société puisse vivre de manière saine dans notre République. J'ai lu les banderoles qui a circulé sur les réseaux sociaux où vous parlez de la lutte contre les acharnements politiques, les règlements de compte, la police politique, la misère de la population, les bavures policières. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez atteindre ces paris, d'autant plus que chaque jour qui passe, nous vivons des scènes qui sont un peu déplorables. Est-ce que vous pensez que vous serez à mesure de mettre fin définitivement à ces antivaleurs qui gangrènent notre pays? Il faut ajouter à cela même le tribalisme. Hein, ça fait effectivement, tout ça. Ce qui perturbe terriblement la société congolaise. Effectivement, tout ça, ce sont des projections que nous faisons. Nous voulons avoir un état de droit, c'est un idéal, mais il faut commencer quelque part. Vous savez, lorsque M. Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui à la tête du pays, présente l'état de droit, pour lui, il considère l'état de droit, c'est le suivre à la queue leu. Voyez-vous? Il y a des gens qui abusent de ces relations. Vous voulez dire que vous n'avez pas la même conception de l'état de droit avec le président de la République? Nullement. Parce que là où il y a... À quel niveau s'établit la différence entre ce que vous considérez comme état de droit et ce que lui prône comme état de droit? Non, mais je peux vous donner autant de cas. Par exemple? Vous avez des situations telles que les anciens gestionnaires des entreprises, des services publics de l'État, de gouvernement, de présidents, les anciens présidents de la République. Ils ont eu à poser des actes répréhensibles. Nous sommes d'accord pour qu'ils soient poursuivis. Okay. Voyez-vous? Mais à condition que leur droit de défense soit aussi garanti et que la procédure soit au rendez-vous. Lorsque vous voulez poursuivre quelqu'un, il faut tenir compte de ce droit de défense. Si vous ne lui donnez pas la possibilité de se défendre ou que vous ne respectez pas la Constitution ou sinon le droit par rapport à la procédure, nous considérons que vous violez ce droit et vous faites de lui une victime de votre état de droit. C'est-à-dire que le juge, parce que tout partira de là, en lisant l'article 150 de la Constitution vous dit clairement que les juges n'ont d'autorité que la loi. Et lorsque vous voulez poursuivre quelqu'un, que nous ne sentions pas la pression politique sur la procédure au risque de le biaiser la biaiser et au finish, on va se rendre compte que nous créons des victimes. Un autre élément, c'est par rapport à l'égalité devant la loi. Pour le même fait, il y a des gens qui sont poursuivis et pour d'autres, on considère qu'on doit trouver de mécanismes politiques pour arriver à résoudre le problème. Comment peut-on expliquer? Il y a des gens qui ont détourné pendant Kabila, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il est le seul ancien président en vie. Vous trouvez des gens qui ont fait partie d'un gouvernement. Ceux qui ne sont pas avec M. Félix Tshisekedi sont traqués. Mais ceux qui sont avec lui et qui ont posé le même acte ne sont pas inquiétés. Comment peut-on expliquer? On nous a présenté dans ces pays des gens qui ont détourné plus de 32 millions de dollars de ces fameux programmes de 100 jours. Je cite ici John Tumba. Il a été nommément cité. Lui n'est pas inquiété, mais on arrive à faire arrêter d'autres personnes qui sont dans le même cas, mais fort malheureusement, lui n'est pas inquiété. Quelle est la part du président de la République dans tout ça? Non, mais le président de la République, bon, je ne sais pas si vous voulez parler de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi. Mais c'est lui qui est le président. Bon, M. Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas le président de la République en tant qu'ensemble de principes. Oui, la fonction. Ouais. Ici, nous parlons de M. Félix Tshisekedi. Nous devons rester scientifiques et honnêtes. Lorsque la justice n'est pas à mesure d'interpeller quelqu'un, est-ce que faudrait-il que nous puissions toujours voir derrière l'inefficacité de la justice l'ombre du président de la République?
Bon, vous savez, il y a des éléments qui démontrent à suffisance aujourd'hui que tout ce qui s'est fait, c'est sous l'impulsion de M. Félix Tshisekedi. Je peux vous Pour citer, ce cas, par exemple. pour plusieurs cas. Ouais. Pour plusieurs cas. M. Félix Tshisekedi à Goma, devant vos confrères, votre confrère Christian Lusako et notre sœur De la RTNC, de la la chaîne RTNC, nationale. il a fustigé l'attitude de la justice. Et apparemment, la décision a été prise à ce niveau pour Ce qui arriver... pourrait être normal. Non, mais attendez, Ouais. mais effectivement, pour arriver, il a donné son point de vue par rapport à la démarche des juges. Il a fustigé le fait qu'il n'arrive pas à obtempérer à l'orientation telle que donnée par lui. Voyez-vous? Quelques jours après, nous sentons que tout l'appareil judiciaire a été agité et cherchant maintenant à maîtriser ceux qui ont été cités dans ces fameux rapports. Il y a des gens qui ont quitté leur poste parce qu'il y a l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, a présenté un rapport et on voulait assez que ces gens-là soient sanctionnés. Voyez-vous? Et fort malheureusement, nous avons constaté qu'il y a des agents, le DG ou le PCA, qui étaient en congé de reconstitution et se sont vus être sanctionnés justement parce que l'IGF a présenté un rapport soutenu par M. Félix Tshisekedi et ces gens ont été sanctionnés. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque l'IGF fait un rapport sur le membre de l'UDPS ou des alliés de l'UDPS, là, il n'y a pas de suivi. J'ai cité ici le cas de John Tumba. Il a été cité nommément lors d'un procès. Et pourquoi lui n'est pas inquiété? Au-delà de ça, il y a un autre monsieur qui a été notamment également cité, c'est Teni Longondo. Lui aussi, il a été cité. Et fort malheureusement, il est protégé justement parce qu'il est sous les ailes de M. Félix Tshisekedi. Il n'est pas inquiété. Et pourtant, il est protégé par qui? Non, mais il est protégé par le système. Si M. Félix Tshisekedi a le pouvoir d'envoyer l'inspection générale de finances pour enquêter et présenter les rapports et faire pression aux juges au nom de l'état de droit, pourquoi n'arrive-t-il pas à faire la même chose pour le Parlement? Quel est l'élément qui prouve qu'il a fait pression au juge? Non, mais lui-même l'a dit. Christian Lusako est encore vivant, les vidéos circulent. Lui-même l'a dit. Il fait pression au juge. Et je cite. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire contre un membre de ce pouvoir, qu'on dise voilà que c'est le président qui a bloqué? Est-ce que ça ne paraît pas trop facile comme raisonnement? Non, mais s'il n'avait pas pris position par rapport à la question, oui. Mais lui-même vous a dit clairement. Il y a un autre cas. Il y a un monsieur Abdallah Bilengue. Voilà. Il était l'ancien DG de la RVA. Il a été poursuivi. On dit qu'il aurait détourné la contribution sociale au niveau de son entreprise. Fort malheureusement, ces écritures-là, au niveau de la comptabilité de l'entreprise, n'existent pas. On ne peut parler du détournement que lorsque l'argent est sorti de l'entreprise. L'entreprise n'a pas enregistré l'argent, mais on dit qu'on a détourné parce que tout simplement, il n'aurait pas payé les contributions. La dette fiscale. La dette sociale, oui. Ce qui est surprenant, son successeur a posé le même acte. Il n'a pas contribué, mais lui n'a pas été inquiété. Il a été promu comme vice-gouverneur. Il se retrouverait aujourd'hui au niveau de la Banque centrale du Congo. Au-delà de ça, il y a des Donc, gens... M. Abdallah Bilengue est inscrit parmi les victimes. Non, mais effectivement. Parce voilà, que, on va continuer. En réalité, il devait être bien jugé. Le dossier a été pris en délibéré. Ils sont arrivés au niveau de la Cour de cassation. J'aurais appris qu'on est au niveau de la cassation. Hein. Non, mais en principe, en principe, lorsque le dossier est pris en délibéré, les juges devaient se prononcer en ayant le 8 jours qui suivent. Ce qui est surprenant, ça fait aujourd'hui 100 jours. C'est-à-dire que la loi n'a pas été respectée. Ce qui veut dire que même s'il aurait détourné l'argent, il est victime du fait qu'on n'a pas respecté la procédure. Il devait savoir s'il doit continuer à purger sa peine ou sinon être libéré. Aujourd'hui, il est en prison et on n'a pas enclenché le mécanisme. On continue de parler victime de l'état de droit VED, une structure mise en place par Alain Bolodjoa, Louis France, Kouzi Kessa et d'autres membres que nous n'allons pas citer ici. Alain Bolodjoa, que répondriez-vous à ceux qui vous accusent de défendre les détourneurs des deniers publics?
Bon, je crois que nous devons aborder cette question avec beaucoup d'intelligence parce que tout le monde sait que le pays va très mal, la justice est au service des individus. Je prends le cas d'un monsieur qui nous a contacté, maître Alain Choukourou Chamavou, avocat de monsieur Bahati lors de contentieux électoraux. Ce monsieur n'est pas politique, voyez-vous, mais il est victime de ce que vous appelez... En quoi il est victime? Non, il est pour victime... avoir été l'avocat de Modeste Bahati Lukwebo. Il est victime de ce que vous appelez... victime. Non, il est victime de ce que vous appelez, ce que d'aucuns appellent état de droit. Il a presté, en ce qui concerne ces émoluments ou le frais lié à la prestation, il n'a pas pu les obtenir et M. Bahati, d'après cet avocat, utilise la justice justement pour ne pas payer. Et il y a autant de cas. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la police qui ne sont pas payés. Il y a des Congolais qui sont en prison justement parce qu'il y a un parti politique ou un cadre de parti politique qui s'est permis, n'est-ce pas, de l'amener en justice. Donc vous rejetez en bloc cette accusation? Non, je veux en venir parce que... Très rapidement, oui. Je veux en venir parce que c'est quand même une question sensible. Ouais. Il y a des gens qui sont en prison justement parce qu'il y a la volonté manifeste d'un individu et de faire d'eux de prisonniers aujourd'hui. Prenons le cas le plus récent. Monsieur Kabouya, devant le militaire de son parti. Oui, on va en parler. En ce qui concerne le cardinal, lui-même l'a dit clairement qu'il a le pouvoir d'emmener quelqu'un en prison. Ce qui veut dire que nous sommes effectivement devant une réalité telle que il y a des gens, des innocents qui sont en prison par la seule volonté de la classe politique. Très bien. Alors, si on nous dit nous sommes au service à la solde de ceux qui ont détourné les deniers publics. Nous ne sommes pas contre la... Vous avez été financé pour le défendre. Bon, je ne sais pas si nous avons été... Des gens sur les réseaux sociaux. Non. Ce ne sont pas des gens sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens identifiés, nous le connaissons. Ce qui est surprenant, Bahati a participé dans la gestion du pays. Ceux qui le soutiennent considèrent que on nous a donné l'argent pour défendre ceux qui sont victimes. Mais qu'est-ce qui fait que Bahati ne soit pas poursuivi? Il a assumé de hautes fonctions dans ces pays. Ne nous dites pas que Bahati a des mains propres. Il a été au ministère du Plan, il a été au ministère du Travail, il a été au ministère de l'Économie, il a été avec Kabila. Voilà, et pourquoi lui n'est pas poursuivi alors que les autres le sont déjà? Il nous reste très peu de temps pour finir cette émission. Nous allons parler cette fois-là, juste un clin d'œil par rapport à l'interpellation du secrétaire général du parti présidentiel UDPS qui est allé répondre hier à l'invitation du procureur par rapport aux accusations qui étaient portées contre lui. Il avait tenu de propos que d'aucuns avaient qualifiés de propos très dangereux. Il a dit qu'il va distribuer les armes au cours d'une matinée politique. Une plainte a été déposée contre lui. Kabouya est allé répondre et il est rentré en homme libre. N'est-ce pas quand même un indicateur fort de l'état de droit? Secrétaire du parti présidentiel invité par la justice, l'homme se présente. Après, on lui a demandé de rentrer chez lui en attendant la suite de la procédure. J'aurais bien souhaité que M. Jakindala bénéficiât de la même largesse de la justice. Ce que Jakindala avait dit comparativement à ce que Kabouya a dit, en principe, la personne qui devait être en prison devait être M. Kabouya. Jakindala est en prison. Du simple fait d'avoir dit, de demander à ses militants d'aller chercher les adresses d'Ntingi Pouloulou et de Tiani pour aller déposer une lettre. Il n'a pas cité les armes. Il n'a pas demandé à ces gens d'aller vandaliser la maison de ces gens. Mais lui est en prison. Mais vous reconnaissez quand même que Jakindala a tenu des propos qui étaient aussi dangereux. Non, mais non, moi je n'ai pas cet avis. Moi je n'ai pas cet avis. Il n'a pas incité à la révolution. Bon, mais rentrons maintenant à la question. Non, mais c'est ça la question en fait. C'est-à-dire qu'on est en face des deux faits. Un fait grave, on le laisse partir, rentrer à la maison. Mais il n'a pas été acquitté. Pourquoi vous vous inquiétez autant? Non, il n'a pas été acquitté. Non, mais est-ce que vous savez, est-ce que vous savez que Jakindala n'a pas reçu d'invitation? Il a été arrêté chez lui à la maison. Mais le propos tenu par Jakindala,
comparez-le. Vous pensez qu'il y a eu un peu de privilèges accordés au Non, mais CG, effectivement, M. Kabouya ne sera jamais poursuivi tant qu'il sera en relation de sainteté avec M. Ce que vous dites n'est pas vrai parce qu'il est déjà en train d'être poursuivi. Non. Il a été auditionné hier. Ça, c'est du cosmétique. Parce qu'en réalité, au regard de la gravité des propos, il ne pouvait pas rentrer. Il n'y a pas que lui. Ça, c'est selon vous, mais ce n'était pas l'avis du procureur. Non, mais le procureur peut aussi fonctionner comme un automate. C'est-à-dire qu'il peut aussi suivre les injonctions telles que lui données par... Vous n'espérez rien par rapport à... Personnellement, pour espérer, il faut que la justice devienne indépendante. Il y a une autre victime de l'état de droit, Barnabé Ouimana. Il est en prison. Voyez-vous? Il est en prison. Il n'est pas le seul. Il y a Henri Magie est en prison. Il y a des jeunes de l'UDPS qui ont été arrêtés, qui sont en prison, sans être jugés, par le fait d'avoir demandé à leur parti de respecter les statuts et les règlements intérieurs. Parlons là. Le gouvernement Sama Lukonde King totalise déjà 100 jours pour Sama Lukonde, Jean-Michel, Premier ministre. Le bilan est largement positif. Et vous pensez que Sama Lukonde a raison de dire que le bilan est largement positif? Bon, je tiens premièrement à préciser que ce n'est pas une obligation légale de faire une évaluation ex ante, surtout en ce qui concerne les 100 premiers jours, mais c'est plutôt un impératif de gestion, justement parce qu'on veut voir comment le gouvernement s'est comporté. Donc, il n'était pas obligé de faire cette évaluation. Mais au moins, nous, les Congolais, chacun d'entre nous a le droit de faire quand même les bilans non, mais effectivement, du gouvernement de la République. Effectivement, et vous, personnellement, même eux, vous pensez qu'il est dans le bon ou qu'il n'y a rien qui puisse je voulais juste fixer l'opinion aux Congolais. Je voulais juste fixer l'opinion pour dire qu'il n'était pas obligé de le faire. S'il l'a fait, c'est justement par coutume. Voilà. Ce n'est pas une obligation. Et fort malheureusement, dans la coutume, il y a le mécanisme pour évaluer une gouvernance. Voyez-vous, on peut partir de la situation de départ, mais aussi analyser ou évaluer sur base des projections, ce que l'on s'était fixé comme objectif. Et tout doit ressortir dans ce que l'on appelle le programme de gouvernance. Monsieur Sama Lukonde a eu à présenter un programme au niveau du Parlement. Le programme qui portait sur les 15 axes. Et dans les actions à très court terme, il avait fixé un certain nombre d'objectifs. La question que nous devons nous poser, est-il arrivé à atteindre cet objectif? Dans 100 jours, c'est impossible. Mais n'y a-t-il pas des lueurs d'espoir? Non, dans 100 jours, c'est possible parce qu'il y a une stratification opérationnelle. Il s'est dit, dans 100 jours, j'aurai à poser telle action, telle autre action pour atteindre tel objectif. Il a fait cette présentation. Mais peut-être que les gens n'ont pas bien suivi. Aujourd'hui, monsieur Sama Lukonde, très rapidement parce que nous sommes vient de vous présenter, vient de vous faire une évaluation. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Je dirais plutôt, vient de faire des incantations qui semblent présenter son évaluation sur la gouvernance. Et fort malheureusement, dans l'action gouvernementale, il a basé essentiellement sur les agrégats macroéconomiques. Et fort malheureusement, il n'a pas été sincère par rapport à la présentation. À quel niveau il n'a pas été sincère? Non, il vous parle, il vous dit qu'ils ont trouvé un taux de croissance qui était estimé à 1,7%. Ils sont arrivés à 4,9 pratiquement. Et pourtant, nous tous, nous savons qu'on n'a pas, la production ne s'est pas accrue. Sur base de quoi? Parce que tout ce qu'ils donnent comme données, ce n'est pas ce qui est dit par la Banque centrale. Parce que dans les statistiques condensées de la Banque centrale, on a un autre taux, on a une autre évolution. S'ils considèrent qu'il y a un accroissement de la production, ce qui sous-entend, en principe, on devait aussi enregistrer un accroissement des recettes. Voilà. Et fort malheureusement, dans les recettes, on ne voit pas. Dans la réalisation, on ne voit pas. Et je voudrais préciser ici, l'incidence de toutes les actions se résume dans le panier de la ménagère. Aujourd'hui, peut-on parler de baisse des prix? Oui ou non? Parce que déjà, par rapport au prix des denrées que lui avait dit qu'il allait baisser le prix, nous quittons de $20 à $32.
Voilà, je vous C'est retiens. qui veut dire qu'il y a hausse de prix. Je vais vous recevoir spécialement pour analyser la situation sociale du peuple congolais. Nous sommes obligés d'arrêter là. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, restez branchés à nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.